Nous avons presque tous au moins une histoire à raconter en rapport avec le vin. Prenez les amateurs, ils n'en finiront pas de vous expliquer les circonstances dans lesquelles ils ont ressenti leur première émotion œnologique. En général et souvent, en goûtant pour la première fois un vieux Bordeaux, c'est mon cas en tout cas, les passionnés, eux, n'auront de cesse de vous faire visiter leur cave et goûter leurs pépites. Les indifférents, qui sans vraiment apprécier le vin, en savent juste assez pour choisir la bouteille qui permet de ne pas venir les mains vides à un dîner. Même ceux qui ne boivent jamais de vin pourront vous dire combien de fois ils ont dû expliquer leur bizarrerie et se justifier presque de ne pas s'extasier devant cette bouteille dont on ne sait jamais vraiment à l'avance ce qu'elle contient. Prenez mon grand-père, il n'était pas un spécialiste mais il avait plaisir à faire vieillir son vin et à le sortir aux grandes occasions. Grâce à lui, j'ai bu à 20 ans un vin de l'année de ma naissance. Oui, le vin est affaire de tous car il est affaire de culture dans tous les sens du terme et je ne parle pas d'une culture franco-française ni même européenne, il fait partie de notre patrimoine commun, de l'humanité tout entière qui fabrique du vin depuis des millénaires. D'ailleurs, même si la consommation a fortement décru au cours du dernier siècle, et c'est par ailleurs une excellente chose, le statut du vin n'a cessé de s'élever et beaucoup de vins médiocres ont progressé en qualité au cours du XXe siècle, mais ce qui se passe aujourd'hui est encore d'un autre ordre. Le vin est à la mode, il est cool, il est branché, il est frais, comme disent les plus jeunes. Les cours d'œnologie sont devenus un grand classique des anniversaires de trentenaires. Vos amis organisent des soirées dégustation, on ne compte plus les reconversions de cadres sup en œnologue, en sommelier et même en vigneron. Si vous voulez mon avis, le vin est tendance avant tout parce qu'il nous rapproche de la nature. Il est ancré dans le réel de la terre quand nous nous déconnectons de plus en plus en nous connectant au réseau mondial. Le vin nous ramène, il est notre trait d'union et cette merveilleuse coproduction de l'homme et de son environnement nous rassure sur l'existence même de l'harmonie. En ce bas monde de la beauté, de la finesse, oui, il y a aussi de la beauté dans l'homme. La preuve, il fait du vin. Vous l'avez compris, dans cette émission, nous allons parler de vin et c'est un grand voyage que je vous convie à travers les paysages et les saveurs, à travers les vignobles de France et même au-delà des frontières. Chaque mois, nous poserons nos valises dans une région vinicole et nous y goûterons des vins. Nous raconterons sûrement quelques histoires et aurons régulièrement des invités pour nous accompagner. Ce premier épisode se nomme d'Avignon à Montélimar, les vins du Mistral. Bienvenue dans la Terre à boire. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux camarades, à commencer par monsieur Laurent Delceau. Laurent, bonjour. Bonjour. Laurent, tu es un jeune diplômé. Est-ce que je peux dire ça ? Tout à fait. Quel est le nom de ton diplôme ? Eh bien, je suis récemment diplômé de l'Université du Vin en tant que sommelier conseil caviste. Sommelier conseil caviste et l'Université du Vin, rappelle-moi, ça se trouve à Suse-la-Rousse, dans la Drôme. Voilà, dans la Drôme. Il me semblait bien qu'on n'est pas loin de la région qui nous intéresse aujourd'hui. On va y revenir dans un instant et naturellement, avec ton diplôme en poche, tu as ouvert un bar à vin. C'est exactement le cas, oui. J'ai ouvert un bar à vin sur Paris. À Paris, ça s'appelle Wine Therapy. Wine Therapy, ça se trouve dans la rue Montholon. Dans le 9e arrondissement. Dans le 9e arrondissement, on ira sûrement y faire un tour, un de ces quatre. Est-ce qu'il y a des Côtes-du-Rhône à ta carte ? Oui, parce que je suis un peu né professionnellement dans les Côtes-du-Rhône avec ce diplôme. À Suse-la-Rousse. Donc on en parlera, on aura, je suis sûr, l'occasion d'en reparler. Le troisième homme autour de cette table, c'est Patrice Defay. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Patrice, t'es mon ami, donc ça fait déjà une excellente raison d'être là. Et en plus, tu es un grand amateur de vin. Oui, amateur dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pas professionnel, mais aimant passionnément ce domaine. Voilà, un passionné. Parmi d'autres, et un curieux, c'est ce qui nous plaît ici, plutôt blanc, plutôt rouge, une région que tu connais, que tu préfères. Une dominante plutôt quand même sur les Vosnes romanais, pour ce côté un peu charnu, on va dire, du pinot noir, et puis un petit faible aussi pour les Syrah. D'accord, donc pour la Syrah. La Bourgogne d'un côté, la Syrah de l'autre qui nous ramène, un autre sujet du jour, les Côtes-du-Rhône, la vallée du Rhône méridionale. Messieurs, les présentations sont faites, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Gigondas, vin sobre, Châteauneuf-du-Pape, Kéranne, Vaqueyras, Rasteau, Laudun, Chusclan, Lirac, Tavel, Ventoux, Costières. Voilà une petite liste, évidemment non exhaustive, des vignobles qui vont nous intéresser pour ce premier cycle de 4 émissions consacrées au vin de la vallée du Rhône méridionale. Une précision qui s'impose tout de suite. On va parler bien ici de la partie sud de la vallée du Rhône. Donc on laissera de côté les vins de la région nord qu'on appelle septentrionale. Les plus célèbres de ces vins-là, c'est les Cros Hermitage, les Côtes-Rôties par exemple. C'est d'excellents vins au demeurant, mais ils sont pas complètement comparables aux voisins du sud. C'est des cépages parfois différents, le climat est différent, un peu plus humide, les sols sont également pas les mêmes. Ces Rhône Nord, pour tout vous dire, on préfère se les garder pour une prochaine fois. Et c'est bien dans le sud qu'on entend ce bruit, ce doux bruit.
que vous entendez derrière moi. Moi, c'est mon souvenir d'enfance en fait. Il fait très 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 chaud au mois d'août. Le soleil est accablant, les cigales font un boucan d'enfer. Tout est extrêmement sec, sauf la vigne. La vigne qui est verte et se prépare aux vendanges. Les vendanges de septembre, preuve, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler, que la vigne va chercher très très loin son eau dans le sol. Et avec l'eau, qu'est-ce qu'elle ramène? Tout ce qui fait la richesse du sol. Suivez mon regard, on est déjà en train de parler de terroir. Évidemment, en terroir, il en sera beaucoup question dans cette émission. Ce mot typiquement français, que les étrangers ne cherchent même pas à traduire, ils disent terroir. Voilà, j'ai trouvé ça sur Internet des dizaines de fois avec des Anglais et des Allemands qui essayent d'expliquer ce que c'est que le terroir. Et c'est très drôle. La vallée du Rhône méridional, donc c'est l'endroit dont on va parler pendant 4 émissions. C'est une région vinicole qui va donc de Montélimar au nord à Avignon au sud, s'étend sur les 2 rives du fleuve. C'est plus de 71 000 hectares de vignes en AOP qui produisent, on est dans la section chiffres, 3,4 millions d'hectolitres de vin par an sur 4 départements, l'Ardèche, le Gard, la rive droite du Rhône, la Drôme et le Vaucluse sur la rive gauche. Les principaux cépages, ce sont pour les vins blancs la Roussanne, le Marsanne, le Bourboulinque, la Clairette, le Grenache blanc. Pour les vins rouges, 2 stars, le Grenache, la Syrah, mais également des cépages d'appoint comme le Mourvèdre, le Cinsault, le Carignan qui viennent compléter les assemblages. En termes de sol, on va en parler tout de suite, mais surtout quand on a dit tout ça, quand on a fait un peu cette fiche Wikipédia des Côtes-du-Rhône, finalement on n'a pas dit grand-chose. On a juste posé un petit peu les bases d'un caractère, mais moi ce que j'aimerais vous demander, à l'un comme à l'autre, c'est si on devait trouver une ligne directrice un petit peu, définir, avant de rentrer dans le détail des vins qu'on va déguster, qu'est-ce qui fait le cœur, le caractère de ces vins des Côtes-du-Rhône méridionales? Laurent? Le soleil. Le soleil. La richesse. Le Mistral, qui correspond à quelque chose de très particulier pour le vin. Déjà, ça garantit la vigne d'un certain nombre de maladies. Donc, le vin, on retrouve cette notion-là. En fait, j'ai appelé l'émission les vins du Mistral, mais en fait, quand on trouve des éléments sur les Côtes-du-Rhône, le Mistral est vraiment important. Il assèche la vigne, tout à fait. Il dégage le ciel. C'est ce qui fait qu'il y a un ensoleillement incroyable dans cette région. Tu nous dis qu'en plus, il le protège de certaines maladies. Du fait qu'il chasse l'humidité, tous les champignons en fait s'effacent grâce au Mistral. Donc la conséquence entre guillemets négative, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Il y a très peu d'eau, il y a une pluviométrie qui est assez rare finalement sur cette zone-là. En termes de géologie, qu'est-ce qu'on peut dire? Des cailloux. Pour terminer sur le Mistral, oui. De ma part, il a aussi un petit côté rafraîchissant. La vallée du Rhône, c'est la vallée du Mistral, donc ça permet un petit peu de fraîcheur de remonter sur ces terroirs qui sont quand même très, très ensoleillés. C'est vrai que le Mistral, c'est un vin froid, c'est un vin du nord, qui souffle par rafale, et on dit dans le sud, quand il fait 10 degrés sans Mistral, c'est pas du tout la même chose que quand il fait 10 degrés avec le Mistral. Il y a vraiment un effet frigo de ce vin qui souffle sur les vignes, et donc qui souffle également sur les raisins à maturité. Géologie, on a plusieurs types de sols, on a les fameux galets roulés autour de Châteauneuf-du-Pape, qui est un mythe en soi. C'est probablement le paysage le plus spectaculaire, effectivement, ces galets, les vignes qui poussent au milieu des galets. Ça donne un caractère particulier au Châteauneuf-du-Pape, mais d'autres appellations. Oui. Globalement, on a beaucoup de cailloux. De sols caillouteux. On a un peu d'argile, toujours autour de Châteauneuf. On parle de sols, de coteaux qui sont plutôt en galets roulés, en cailloux, et de coteaux qui sont plutôt avec des sols argileux. Quelles conséquences ça va avoir sur les vins? Compliqué de le dire comme ça. On va rentrer dans. On va goûter bientôt. On va essayer de décrire ça avec un vin à l'appui, mais voilà, globalement, qu'est-ce que le sol qu'est-ce que le sol apporte à ces vins? Le sol apporte, je suis pas géologue, mais en termes de, comme on dit, de stress hydrique. Globalement, les argiles ont plutôt tendance à garder les eaux, les granites et les cailloux ont plutôt tendance à forcer la vigne à aller profondément. Donc le sol va caractériser déjà le stress hydrique, et puis la nécessité de la vigne d'aller chercher son breuvage personnel plus ou moins loin dans la terre. Ok.
on a fait un petit tour. Évidemment, c'est pas encyclopédique. Pour nous en dire plus, vous savez quoi ? Nous avons un invité. Bonjour Dominique Buffet. Bonjour Romain. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors je vous le dis, vous le savez pas, mais vous êtes un peu le parrain. Vous êtes un peu le parrain de cette émission parce que c'est la première. Et donc on est ravis de vous avoir comme parrain. Pour tout dire, Laurent Delceau, ici présent, était votre élève parce que vous enseignez, entre autres 1000 choses que vous faites, vous enseignez à l'Université du Vin de Suse-la-Rousse, qui est tout à fait. un bon lieu, on va dire, pour observer les vins des Rhônes Sud qui nous intéressent aujourd'hui. Vous-même, vous êtes basé à Carpentras, c'est ça ? Oui, à côté de Carpentras, en fait, au pied du Mont Ventoux. Voilà. Au pied du Mont Ventoux, où je m'occupe d'une petite ligne familiale, histoire de garder les pieds dans la boue et de conserver un petit peu une idée de ce qu'est le travail de vigneron, ce qui est pas une mince affaire. Et qui est surtout intéressant pour un sommelier de pouvoir avoir cette dimension-là. C'est important de garder les pieds dans la boue. Alors justement, on a commencé de parler de quelle boue s'agit-il ? Parlons de géologie. Qu'est-ce qui définit ces vins des Côtes-du-Rhône méridionales ? Est-ce qu'il y a des types de sols qui vont avoir un certain caractère ? Et on parlera du caractère juste après. Alors en fait, oui, il y a plusieurs types de sols. Il y en a plein en fait, parce que cette partie-là du Rhône, enfin de la France, c'est en fait un bras de la Tétis, de l'ancienne Tétis, qui était en fait une enclave dans la pente à la Fa qui entourait la Pangée. Et ensuite, on a des traits, par exemple au pied du Mont Ventoux, on a des traits de plage qui sillonnent un petit peu tous ces endroits-là. Et quand un petit peu plus tard, on a eu la surrection des Alpes et des Pyrénées, surtout en ce qui concerne le Mont Ventoux, eh bien le Mont Ventoux et puis les dentelles de Montmirail qui vont abriter Gigondas, par exemple, eh bien on va avoir des mix de tous ces terroirs-là. On va avoir aussi tout ce qui est usure des terrains, usure à port et archivage, comme dirait Georges Truc, archivage de pas mal d'alluvions qui viennent des Alpes, notamment de l'érosion des Alpes par le Rhône, notamment lors de diverses glaciations et interglaciations. Et donc ça va apporter des alluvions, des colluvions qui vont se déposer, sédimenter et faire des terroirs qui vont être assez intéressants et assez drainants en fait. Parce que en fait, si on veut résumer un petit peu le vin d'une façon un petit peu schématique, c'est pas tout à fait ça, mais l'ennemi du vin c'est l'eau. Et donc pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans le raisin, et ben on va le mettre dans des terroirs qui sont un petit peu drainants. Si on a envie d'avoir des raisins qui sont pleins d'eau, déjà on fait du raisin de table, on fait pas du raisin de cuve, et puis ensuite on le met sur des terroirs qui sont soit à l'arrosage, soit dans des terroirs qui sont plus propices à archiver un petit peu d'eau, quoi. C'est merveilleux parce que vous avez été 1000 fois plus clair que nous pour parler de la géologie et des sols de ces côtes du Rhône. L'eau est l'ennemi. Alors ça tombe bien, dans ce coin-là, il en manque, il en tombe pas beaucoup, et en plus on place les vignes plutôt sur des coteaux avec des sols plutôt drainants, donc ça manque d'eau. Qu'est-ce que ça confère au vin si on ajoute en plus ce Mistral qui souffle et qui assèche la vigne en permanence, ou presque? Beaucoup de soleil, très peu d'eau. Qu'est-ce que ça nous donne en termes de vin? Alors, déjà, ça donne la nécessité d'avoir des cépages qui soient adaptés à ce genre de choses. Parce que tous les cépages vont pas pouvoir réagir de la même façon et vont pas pouvoir supporter ce genre de maltraitance, en fait. Donc c'est la Syrah, le Grenache, par exemple. Oui, mais on en a encore plein d'autres. Il y a le Terre Noir, il y a la Counoise, il y a tous ces cépages-là qui sont un petit peu oubliés, qu'on va retrouver en coplantage sur Châteauneuf-du-Pape notamment, et qui vont donner cette particularité à Châteauneuf. Et en fait, plus on va vers des terroirs qui sont secs, qui sont comme Châteauneuf par exemple, si on veut en parler, plus on va être sur des nécessités de coplantage de cépages un petit peu différents, de façon à apporter un équilibre au vin. Sur Gigondas, c'est un petit peu différent, parce que sur Gigondas par exemple, on va avoir les dentelles de Montmirail qui vont avoir une particularité, c'est de finalement offrir des terroirs qui sont assez bousculés. On va avoir des failles qui peuvent, des archivages de terroirs qui peuvent aller jusqu'au Trias. Le Trias, c'est la première segmentation du Mésozoïque, donc on est à peu près à moins de 250 millions d'années en arrière. On est dans les termes techniques là, ouais. Voilà, c'est pour vous dire qu'on est quand même, quand on goûte du vin, on goûte pas seulement le travail d'un gars pendant un an, mais on goûte tout ce qu'il y a en termes de terroir, en termes d'expression du terroir. Si on va un petit peu plus loin du côté de
Baume de Venise. Eh bien, Baume de Venise, par exemple, on a des évocations assez importantes de tout ce qui est salin, tout ce qui a des bordures de sel. Et donc, ces bordures de sel, c'est tout simplement, au Miocène, il y a eu le retrait de la Méditerranée, et donc l'assèchement de la Méditerranée, tout ce bassin méditerranéen qui s'est desséché, et donc a laissé des traces assez notables. Si on va sur le bassin de Montmoron, par exemple, on a ce qu'on appelle des évaporites, c'est-à-dire des sédimentations de calcaire dans des endroits qui sont plutôt assez plats et qui vont en fait s'évaporer et déposer le calcaire et donner ces terres si particulières qui vont pouvoir donner le plâtre et les ciments, et qui vont donner au vin en fait la particularité d'archiver, notamment dans les argiles, puisque les argiles, c'est ni plus ni moins que la dégradation des granites et du feldspath notamment, qui va venir par tout un jeu de rivières, de rivières et de courants comme ça, qui vont arriver jusque au delta. Et la vallée du Rhône était un delta, en fait, le delta de la Thétis. Et donc toutes ces argiles qui viennent du Massif central notamment, Massif central et Alpes, eh bien, vont s'archiver et puis vont se mélanger au calcaire, puisqu'on était un fond marin. On va avoir tout un tas de résidus de calcaire qui vont se dégrader plus ou moins, qui vont se mélanger aux argiles et donner des terres argilo-calcaires. Et dans l'argile, on va avoir des silicates d'alumine feuilletés, et entre ces feuillets, eh bien, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire à la nutrition radiculaire de la vigne, quoi. Bah, c'est formidable. On a eu un cours de géologie œnologique en quelques secondes. C'est très clair, et la présence effectivement de la mer pendant un temps assez long qui a un effet sur le sol que travaillent les vignerons aujourd'hui. Si je vous pose la question des évolutions, où en est ce terroir des Côtes-du-Rhône méridionales? On a des appellations qui sont bien installées, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, ce ne sont pas les seuls. Les cépages, vous l'avez dit, il y a une grande variété de cépages. Est-ce que vous voyez une tendance, une évolution à des nouvelles appellations, des nouveaux domaines, à des nouveaux assemblages, une façon de faire qui évolue? Alors, en tout état de cause, on a toujours une identité. C'est l'identité terroir, l'identité de la vallée du Rhône, qui va s'organiser autour de deux grands cépages que sont la Syrah, la Grenache, et pour certains le Carignan, et puis d'autres, on va avoir la Clairette, on va avoir le Vionnier, on va avoir la Marsanne, Roussanne, on va avoir tous ces cépages-là. Et puis à côté de ça, on va avoir des évolutions au niveau des techniques de vinification, des techniques de demande aussi au niveau du consommateur qui vont très largement évoluer. Par exemple, il y a quelques années, on n'entendait parler que de passage sous bois, c'est-à-dire avec un élevage en barrique qui va être assez important et qui peut marquer le vin de façon assez importante. Et là, en l'occurrence, on va avoir un petit retour en arrière en ce moment où on est plutôt sur des vins qui vont être un petit peu plus fruité, un peu plus charnu, un peu plus trapu dans ces notes-là, avec la volonté de diminuer un petit peu d'aller doucement sur l'alcool, puisque dès qu'on dépasse un certain degré d'alcool, et en fait les vins deviennent invendables. Parce que au niveau du consommateur, on craint un petit peu l'alcool, à plus ou moins juste titre. Mais bon, c'est dans cet ordre-là. Un vin qui est plus fort, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir le garder plus longtemps aussi? Non, on cherche un vin qui est plus facile à consommer tout de suite, ou pas du tout? Aucun rapport? Non, pas du tout. Ça n'a pas de rapport direct, en fait. L'alcool et la conservation, ça n'a pas de rapport direct. Ce qui a un rapport direct, en fait, quand on garde un vin, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on n'a pas le temps de le boire, et donc il faut qu'il reste dans les créneaux, dans les canons de ce qui a été fait, ce qui a fait son choix. Ce qui a fait que vous l'avez digéré plus qu'un autre. Et ensuite, c'est que quand il est jeune, il est imbuvable. Oui, c'est ça que je pensais. Il y a des vins dont on dit, surtout ne l'ouvrez pas tout de suite, il va falloir le garder un petit peu, et il va commencer à s'ouvrir au bout de 3, 4, 5 ans. Voilà, alors ça c'est un petit peu autre chose, mais quand on vous vend des vins d'une façon assez générale, que ce soit dans la vallée du Rhône ou ailleurs, quand vous allez chez un vigneron, en fait, ces vins, ce sont des enfants. C'est-à-dire que le but d'un œnologue ou d'un vigneron, c'est de faire naître des vins. Et nous, notre métier de sommelier ou de consommateur lambda, eh bien, c'est de l'élever pour arriver à son optimum.
Alors, en ce qui concerne les sommeliers, c'est notre métier de pouvoir élever les vins jusqu'à arriver au consommateur à ce qu'il soit optimum. Et pour ça, on va chercher tout un tas de critères dégustatifs qui vont nous permettre de dire ce vin-là va tenir un petit peu plus que d'autres, ou un petit peu moins. Vous parlez de... Pardon ? Oui. Non, pardon. je vous laisse finir. Dans la vallée du Rhône, on n'a pas des vins qui peuvent aller forcément très très loin. Alors très très loin, j'entends par là, c'est une vingtaine d'années, entre 10 et 15 ans. On reste quand même dans 90% des vins qui vont pas tellement au-delà. C'est pas très grave, c'est pas celui qui va le plus loin qui est le meilleur. L'important, c'est de le sortir au moment où il est tip-top. Après, c'est comme tout, le vin naît, grandit, vieillit et puis meurt, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, il faut le servir au moment optimum. Vous parlez de dégustation, ça sera ma dernière question. Justement, dans cette émission, on a pour ambition de déguster des vins. Je vais vous dire les vins qu'on a choisis pour faire le tour de la vallée du Rhône méridionale. Évidemment, c'est très sélectif, c'est très peu. 4 vins, c'est trop peu. Je vais juste vous dire les vins qu'on a choisis. On commence ce soir avec un vin blanc qui n'est pas la production la plus importante de la vallée du Rhône, mais on voulait un blanc et on a trouvé un Kéran blanc du domaine Richaud que vous devez connaître, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Oui. En 2015, qu'est-ce que vous diriez de ce vin-là ? Marcel Richaud, dont sa sœur d'ailleurs enseigne aussi à la Marie-Josée Richaud, enseigne aussi à l'université du vin, et est très particulièrement compétente et très reconnue pour cette compétence-là. Et donc les vins de Marcel Richaud sont des vins qui sont généralement intéressants dans la mesure où on va chercher à avoir un brin de fraîcheur. En fait, dans tous les vins blancs, la problématique du vin blanc dans le sud, c'est de conserver un brin de fraîcheur, parce que la fraîcheur, ce n'est plus que le relief du vin, et si vous n'avez pas de relief, c'est plat. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut conserver la fraîcheur. Le problème dans nos régions, c'est que c'est trop chaud, et que plus il fait chaud, moins il y a de fraîcheur. C'est QFD. Mais alors, on l'a mis au frais, donc il est bien, il est à bonne température, et il envoie quand même de beaux arômes et une belle fraîcheur. Alors voilà. Alors faut distinguer, quand on parle de fraîcheur, c'est pas forcément la fraîcheur, la température. J'entends bien. La fraîcheur, c'est l'acidité, et l'acidité, c'est comme quand vous croquez dans un fruit qui est pas mûr, une pomme qui est pas mûre, elle est tout le temps plus acide que la même pomme qui est mûre. C'est vrai aussi pour les raisins. Et donc, à partir du moment où vous avez un raisin qui est pas mûr, ou du moins qui est un peu moins mûr que les autres, et bien il y aura toujours un brin d'acidité. C'est comme ça, par exemple, si on veut faire un parallèle, que si vous prenez un chardonnay de Chablis, par exemple, ou un chardonnay de Mâconnais, eh ben, ils n'auront pas du tout la même expression sur cette acidité. Et donc, c'est exactement la même chose pour les blancs du Sud. Et les blancs du Sud, eh bien, auront la nécessité de s'exposer au Mistral un petit peu froid, de façon à avoir des niveaux de maturité qui soient un petit peu moins élevés. Et donc, on va les mettre dans des terroirs qui sont plutôt un peu frisqués. Donc, un petit peu en hauteur, un petit peu exposé au vent du Nord, un petit peu dans des combes un peu à l'ombre, un peu à l'abri, de façon à ce qu'on conserve un petit peu cette acidité. D'accord. Voilà, et Kéran par définition et ceux de Marcel sont des vins qui vont être justement dans cette dynamique-là, et surtout on va être sur des terroirs. On est dans le Nord Vaucluse. Et Nord Vaucluse, ça veut dire que, sans que ce soit très notable, mais on commence à avoir des maturités qui sont, alors c'est mûr, c'est pas ce que je veux dire, mais des maturités qui sont un peu différentes de celles qu'on va voir sur Vaqueras, Gigondas, ces coins-là qui sont carrément, qui sont pas très éloignés les uns des autres d'ailleurs, mais qui sont beaucoup plus qui offrent une maturité beaucoup plus évoluée, comme par exemple les Luberons, comme pourraient être les Luberons, comme pourraient être les Costières de Nîmes, ou tous ces coins-là aussi. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas allé jusqu'à Costières ou jusqu'au Luberon, on est quand même pas mal resté dans cette région, parce que les autres vins qu'on va goûter, c'est un Châteauneuf-du-Pape du domaine Charvin, c'est un vin sobre de la maison François Vallot,
Et on finira avec un vin de l'autre côté du Rhône, dont on parle quand même beaucoup moins souvent, c'est le domaine des Maravillas. Vous connaissez ces vins-là ? Alors, Maravillas, oui, j'ai dû déguster. J'ai gusté. C'est pas un quiz, hein. Non, j'ai dégusté ces vins-là. C'est vrai que là, récemment, je les ai pas dégustés, mais sont des choses qui vont s'exprimer de façon intéressante, quoi. Parce qu'ils ont toujours une identité. Quand on déguste des vins, l'important c'est pas tellement de retrouver l'âge du capitaine, hein. C'est pas ça, à la limite, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas tellement le truc. Le truc, c'est de savoir quand on déguste un vin, c'est de savoir s'il a des défauts ou pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que est-ce qu'il appartient à la famille de la vallée du Rhône. Et puis ensuite, dans la vallée du Rhône, vous allez avoir des identités qui vont être assez marquées. C'est le cas, par exemple, entre Vaqueras et Gigondas, qui sont deux appellations qui sont mitoyennes, hein, puisqu'il y en a une qui se développe sur la plaine du Plan de Dieu, enfin sur dans ce coin-là, pour Vaqueras, et Gigondas se développe plutôt sur les dentelles de Montmirail, sur les contreforts des dentelles de Montmirail. Et quand vous goûtez ces deux vins-là, en fait, ils ont une identité qui leur est propre, même s'ils sont vraiment très très proches. Et l'intérêt de la dégustation, c'est exactement ça. Ensuite, avec un petit peu d'habitude, on va pouvoir les repositionner, et avec encore un petit peu plus d'habitude, on va pouvoir donner l'âge du capitaine. Mais bon, c'est juste pour le fun. Enfin, l'important c'est que vous ayez une identité Vallée du Rhône, puis une identité appellation. Ça, c'est primordial parce qu'en fait, il se trouve qu'au niveau des dégustations et au niveau des techniques de vinification et des œnologues, on a une hausse, on a rehaussé le niveau technique et le niveau qualitatif des vins de façon très très marquée. Et la différence entre un mauvais vin et un bon vin, elle se fait plus, quoi. Maintenant, il y a plus de mauvais vins, il y a plus de place pour les mauvais vins, pour les piquettes, des choses comme ça. Il y a plus que des vins qui sont aboutis. Donc ça laisse de la place au caractère vraiment des vins, du vigneron, enfin des appellations, des domaines. Exactement. Et c'est comme ça que, par exemple, sur Ventoux, on arrive à distinguer à la dégustation des Ventoux du côté de Malocène, donc en plein nord Ventoux, c'est-à-dire le côté nord, la plaine de Carpentras qui est le côté abrité du Ventoux, et puis ensuite la plaine d'Apt qui fait référence à une plaine qui est entourée par les monts Vaucluse et le Luberon, et qui fait la séparation entre Ventoux et Luberon, justement. Et ça donne des vins qui sont tout à fait identifiables dégustation. Bon, faut un petit peu pratiquer, hein, c'est pas ça vient pas tout de suite, mais avec un petit peu d'habitude, on arrive à bien distinguer. Comme on arrive à distinguer Gigondas, Vaqueras, comme on arrive à distinguer les Châteauneuf du Pape, et comme on arrive à distinguer également toutes les autres appellations, que ce soit les Quéranes, que ce soit Sablé, Séguré, Sablé, Séguré, c'est quand même un petit peu pointu là pour le coup, puisque ce sont deux villages qui sont l'un à côté de l'autre. Mais Rasto, par exemple, a une identité qui est assez intéressante par rapport à Quérane. C'est une identité assez intéressante. Moi, je retiens, vous avez dit il n'y a plus de mauvais vin, ça c'est une excellente nouvelle, parce que du coup, c'est ce qui laisse de la place à l'expression et à l'identité des terroirs et à une vraie expression. On n'est plus dans un débat entre vin raté, vin réussi, en gros, mais on est plus dans la finesse, en tout cas en parlant de ces domaines-là, dans la finesse de l'expression de ceux qui font le vin et qui font parler le terroir. Donc ça nous fait une infinité de choses à découvrir. Merci infiniment, Dominique Buffet, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Laurent d'avoir provoqué cette rencontre. Bonne continuation à vous. J'imagine que vous continuez à donner des cours à l'Université du Vin, puis vous avez 1000 autres activités. 1000 peut-être pas, mais beaucoup, oui. Toutes liées au vin, et dont une partie, on l'a compris, consiste à avoir les pieds sur la terre, et dans la boue. Et c'est dans la boue argilo-calcaire du côté de Carpentras. Merci beaucoup. Écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous passez à Paris de temps en temps, vous êtes le bienvenu. Passez nous voir quand vous voulez. On est dans un studio de radio, et même s'il y a des appareils, des consoles dans tous les sens, on fait très attention, mais en plus, on déguste du vin et on mange des petites choses avec. Voilà. Merci Romain, ça a été mon plaisir. Merci Dominique, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Une belle rencontre, ce Dominique Buffet.
Franchement, là, au niveau de la géologie, là, j'ai failli dire j'ai rien compris, mais en fait c'est pas vrai. J'ai tout compris, j'ai tout suivi ce qu'il nous a expliqué et ça avait l'air d'une simplicité. Tout ça avant les dinosaures, les enfants. 250 millions d'années, ils n'étaient même pas là, quoi. Ouais, voilà. Et là, tu es le seul de nous trois à connaître, et précisément avec mon fils, la période à laquelle les dinosaures étaient sur cette planète. Pour introduire un petit peu cette série, alors comme dans un repas, on commence par un petit blanc. C'est vrai que le Côtes-du-Rhône, c'est quand même un domaine, ou la vallée du Rhône en général, un domaine qui est largement dominé par du rouge, un petit peu de rosé, un petit peu de blanc. On a trouvé des blancs qui sont très intéressants. On en a trouvé un qui est à Kéran, un petit village qui se situe un petit peu au nord de Châteauneuf-du-Pape. Un Kéran blanc de 2015 d'un domaine qui s'appelle le domaine Richaud. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de ce domaine Richaud, qui est assez célèbre? Marcel Richaud est un vigneron de caractère, à fort caractère. Il a aidé considérablement l'appellation à obtenir le titre de cru, puisque jusqu'à présent, enfin jusqu'à tout récemment, jusqu'en 2016, Kéran était un Côtes-du-Rhône village Kéran. Laurent, pendant que tu parles, je fais le service. Très bien. Et depuis 2016, Kéran a obtenu ce titre de cru à part entière. Et Marcel Richaud fait des vins de caractère. Il est contre toute école entendue, on va dire qu'il aime... Contre tout dogme. Contre tout dogme, effectivement. Et ces vins me plaisent beaucoup. Il faut dire que Kéran, c'est juste à côté de Suze-la-Rousse, donc on a eu l'occasion d'y descendre régulièrement. Vous en buviez au petit déjeuner à l'époque. On était très bien accueillis à chaque fois, c'est ça qui était très agréable. Et il a un nombre de cuvées assez large, dont certaines même sans sulfite. Donc c'est intéressant de voir justement puisqu'il sert sur certaines cuvées, il propose la version avec sulfite ajouté, sans sulfite ajouté. Et c'est donc un laboratoire extraordinaire quand tu es étudiant pour voir la différence entre ces deux vins, quoi. Il n'est pas bio, mais pour autant, on va dire ce qu'il y a écrit sur la bouteille, il est dans le respect de la vie des sols. Alors c'est une façon un petit peu comme ça élégante de dire quoi. On retrouve cette idée de s'affranchir complètement des règles. Je veux pas spécialement être bio, mais je respecte mon sol, donc je fais ce que je veux entre guillemets. Et globalement, on entend si je respecte mon sol, c'est que je l'arrose pas de produits chimiques. Oui, ça, je pense que ça c'est vraiment le point de départ, le refus du chimique. Et puis après, c'est vraiment, c'est ce qui fait la force de toute cette nouvelle génération de vignerons, qui est de vraiment travailler dans la vigne, regarder comment elle évolue et agir en anticipant les problèmes de santé de la vigne éventuellement et en surveillant son raisin. C'est vraiment les choses de base pour à la fin sortir un bon vin. On a passé, je pense, cette époque où les œnologues faisaient un peu de chimie sur des raisins qui n'étaient pas très très bien entretenus et essayer de sortir les meilleurs vins possibles. Un peu pour les doper, quoi, quelque part. Oui, tout à fait. Et bon, il y a encore certains endroits où ça se pratique, mais il y a quand même toute une vague de vignerons aujourd'hui qui sont convaincus qu'avant tout, il faut sortir du très bon raisin, donc surveiller sa vigne, s'en occuper, la chouchouter, pour après avoir à faire le minimum finalement pour obtenir un bon vin. On retrouve cette logique de laisser faire la nature, de l'harmonie finalement, de la main de l'homme la moins présente possible, juste pour accompagner le geste de la nature finalement. Exactement. Alors je crois que le label bio a été créé en 2012, je dirais l'appellation bio. C'est si récent que ça. Ouais, l'appellation officielle bio qu'on trouve sur les bouteilles, me semble-t-il. Ce qui veut dire qu'avant il y avait pas mal de gens, je pense, qui faisaient comme Monsieur Jourdain du bio sans le savoir. En fait, donc c'est le label qu'il a un peu créé. Après le bio, c'est effectivement le bio, on parle pas de biodynamie. Oui, alors ça, on va dire tout de suite, c'est des notions qu'on aura l'occasion de brasser, voilà. Sur lesquelles on aura l'occasion de revenir. On va avoir des vins sur cette vallée du Rhône qui sont en biodynamie, d'autres qui sont des vins avec l'étiquette bio. Là, on est dans un vin qui aurait plus ou moins toutes les caractéristiques du bio, mais qui ne s'affiche pas comme tel. On va progressivement aborder toutes ces notions. Ici, pas de biodynamie. On revendique pas le travail avec la lune, d'arroser les plantes avec des le bio, c'est des décoctions de mettre zéro intrant chimique. Après on met des intrants naturels type bouillie bordelaise ou soufre au cuivre. Donc la base, c'est de pas mettre d'intrants chimiques. Après, l'autre idée, je pense, du bio, c'est de beaucoup plus intervenir sur le terroir que sur la vigne.
C'est-à-dire que c'est travailler le terroir au maximum pour que la plante se développe le plus naturellement possible dans son écosystème naturel. Et là, on parle pas encore d'éventuels ésotérismes biodynamiques, mais qui a pas mal d'aspects intéressants aussi. Respecter le sol, respecter la vie, respecter les cycles naturels, chacun mettant un petit peu les curseurs là où il le souhaite pour faire le vin qu'il désire. On le goûte ? Avec plaisir. Alors, goûter un vin, c'est facile, on le fait tous. Là, on va essayer de se livrer à un exercice un peu qui est un petit peu codifié. On va essayer de décodifier, d'expliquer tout ça. C'est la dégustation. La dégustation, ça se passe en plusieurs étapes. La première étape, c'est l'œil. Il y a plusieurs sens qui sont mis à contribution quand on parle d'un vin. Le premier, c'est la vue, c'est l'œil. Avant de le goûter, on le regarde. Et là, je vois mon Laurent qui d'abord prend une feuille blanche qu'on avait savamment mis dans le studio, parce que c'est plus intéressant de regarder un vin. On le voit mieux quand on met un fond blanc, c'est ça ? Oui, ça permet de voir effectivement clairement la nuance de couleur, effectivement, la profondeur, la limpidité. Donc là, on est en présence d'un vin qui a vraiment une belle couleur. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que là aussi, il y a une logique de codification des termes. On est dans un vin qui est jaune, qui est doré et qui est limpide. Pour le coup, il est vraiment transparent. Oui, tout à fait. Oui. Il y a une couleur assez soutenue pour un blanc et effectivement plutôt doré. Oui. Ça invite. On a l'impression déjà qu'on va avoir un vin quand même assez gourmand, assez solaire. Justement, la couleur, est-ce qu'elle nous donne déjà des indications sur ce qu'on va boire, sur le goût, sur est-ce qu'il est vif, est-ce qu'il est tendu, pour reprendre des termes de caviste. Je vois recèle, mais c'est l'exercice, messieurs. Il y a certains indicateurs effectivement à la couleur. On peut déduire parfois le cépage, le type de cépage. On peut déduire le climat. Le climat peut être un élément qu'on pressant en regardant la couleur du vin. Et puis on peut voir aussi l'âge du vin. On peut envisager de déterminer s'il s'agit d'un vin très jeune ou d'un vin plus vieux. Donc c'est déjà des premiers indicateurs. Et là, il faut toujours être sur le qui-vive. Il ne faut pas se laisser tromper par un œil, parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui permettent d'affiner, on va dire, notre appréhension du vin. À propos de la couleur, on peut aussi, plus ou moins, et là aussi il y a moyen de se tromper, mais définir la provenance. Un vin de Loire est beaucoup plus clair que ce qu'on a en face de nous, ou la plupart des vins de Loire. Moi je suis moins expert, mais si on est... On a des vins qui sont extrêmement clairs, d'autres qui sont beaucoup plus foncés, et tout à fait. Souvent c'est lié aussi au cépage, donc aux régions, à l'ensoleillement, etc. Complètement. Bon, par contre, juste pour les vins de Loire, si on est sur un liquoreux, on peut se faire tromper. On aura des teintes beaucoup plus soutenues encore. Proche de ça ? Encore plus foncé. Plus foncé, plus jaune. Oui. À propos de la limpidité, de la transparence, là aussi, il y a une gamme infinie finalement. Il y a des vins qui sont extrêmement transparents, comme celui-là, translucide en tout cas. Il y a des vins qui sont troubles. Oui, ça peut être un parti. Il faut pas juger un vin sur sa transparence. C'est un premier élément. Oui, c'est un premier élément à l'œil. Après, il y a pas mal de vins, que 5% il paraît, mais des vins qui sont filtrés. D'autres non filtrés. Donc les non filtrés vont présenter des caractéristiques forcément plus troubles. Il y a plus de matière. Oui, tout à fait. En suspension dans le liquide. Donc là, effectivement, on est probablement, j'en suis pas sûr, mais je pense qu'on est plutôt sur un vin filtré. Filtré, où on a laissé suffisamment longtemps les lits tomber au fond de la cuve, et on a fait le soutirage une fois que tout est bien sédimenté. C'est presque une autre façon de filtrer finalement. Il faut avoir soit on est pressé, effectivement on filtre, soit on a du temps et on laisse les éléments, la nature. Rarement un élément positif d'être pressé dans le vin, non ? Je me trompe en disant ça ? C'est pas nécessairement un gage de qualité, la rapidité de commercialisation. On l'a bien regardé, on lui a trouvé des belles couleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va le sentir. Eh oui. Alors, normalement, en théorie, on a 3 nez. On va dire moi, j'en ai qu'un. Exactement. Mais le premier qui est de sentir sans agiter le vin, et un petit peu loin, je dirais, de la matière du vin pour sentir si c'est un vin fortement aromatique.
Au nez, qu'est-ce qu'il nous apprend ce vin? Ce Kéran blanc de la maison Richaud. Tiens, je vous dirai les cépages après. Peut-être qu'on fera un quiz, on verra. Bon, déjà, c'est floral. Il est assez, déjà, il est assez aromatique. C'est un vin qui envoie quand même pas mal d'arômes au premier nez. Il y a des vins qui sont plus timides, plus secs. Plus timides ou plus fermés aussi au départ. Mais en tout cas, voilà, c'est un vin assez expressif au premier nez, en tout cas, quoi. On l'a ouvert, pour qu'il s'ouvre, on l'a ouvert environ une vingtaine de minutes avant cette émission, avant de démarrer. Et là, il faut mettre des mots. Et c'est ça tout le jeu. En général, au premier nez, c'est plus l'expression aromatique. Donc moi, je pense qu'elle est assez importante quand même, oui. En termes d'intensité au premier nez. Bonne intensité. Et après, est-ce que on parle plus ensuite de sa finesse, alors savoir si c'est assez fin, assez élégant, assez raffiné. Ça me semble effectivement assez élégant en tout cas. Oui, c'est un vin élégant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un petit peu les différentes familles aromatiques qu'on peut détecter, à savoir est-ce qu'on a du fruit, est-ce qu'on a plutôt des fleurs, est-ce qu'on a les deux, est-ce qu'on part sur des choses qui pourraient donner l'idée de comment il a été élevé, à savoir est-ce qu'il a été effectivement élevé en barrique. Bon, là pour le coup c'est pas du tout l'impression que ça donne, mais ça peut être un élément déterminant dans l'évaluation du vin. Il n'y a pas de bois, enfin on n'a pas trop de côté brioché ou ces choses-là qui en général sont causées par le bois. Oui. Donc là on est déjà dans les notions d'arôme primaire, d'arôme secondaire, d'arôme tertiaire. On va rapidement rappeler, l'arôme primaire c'est celui qui vient directement du fruit, ce qui est contenu dans le raisin qu'on a fait macérer, qu'on a fait fermenter. Voilà. Caractéristique du cépage, le cépage va apporter soit qu'on soit pinot, cabernet, etc. Donc il suffit c'est le cépage qui donne une identité sur les arômes primaires. Il suffit de goûter les raisins séparément. Un muscat n'a pas du tout le même goût qu'un cinsault pour prendre des cépages qui sont du coin. Alors c'est pas toujours facile d'en trouver parce que c'est pas des vins de table justement, mais encore le muscat c'est vraiment un bon exemple parce qu'il est particulièrement facile à reconnaître. Donc ça c'est les arômes primaires, ceux qui viennent du fruit. Les arômes secondaires c'est ceux qui apparaissent pendant la vinification. Oui, pendant la transformation en fait du sucre en alcool. Et le troisième, donc les arômes, les fameux arômes tertiaires, là où vous cherchiez du bois par exemple, c'est donc ce qui se passe pendant l'élevage du vin, ce qu'on appelle l'élevage, c'est ce qui vient après la vinification. Le vin a fermenté pendant une vingtaine de jours, une trentaine de jours, quelque chose comme ça, ça dépend. C'est très variable. Ça dépend des pratiques. Et donc la troisième étape, on met les vins dans un contenant qui peut être du bois. Et encore là, il va y avoir 1000 sortes de bois, du chêne neuf, du chêne ancien, qui a déjà contenu du vin ou d'autres contenus. Ou alors on va être dans des cuves en béton, dans des cuves en inox. Voilà. Et là, on va avoir... amphores. Ou des amphores. C'est très à la mode actuellement. Beaucoup de vignerons mènent ce type d'expérience sur des récipients dits amphores. Retrouver un petit côté gallo-romain. Oui. Voilà, avec du vin qui vieillit en amphore. Et là, du coup, le vin développe des arômes tertiaires, c'est-à-dire l'interaction entre ce jus qui macère et le contenant, le bois qui va apporter ce côté boisé. Tu parlais de brioché, Patrice, qui vient donc de cette période de l'élevage. C'est un arôme tertiaire. Exactement. On goûte ? Parce que c'est la troisième étape. C'est quand même la plus importante, on va dire. Hein. C'est que le vin, quand on le déguste, c'est pour le boire. Souvent, c'est pour le boire en même temps qu'on mange quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit, le premier goût ? Alors, le premier goût, c'est en général, on voit souvent ça dans la dégustation. On prend un petit peu de vin dans sa bouche, on aspire un petit peu d'air, ça fait des bruits, c'est pas très beau, c'est pas très poli. Ma grand-mère nous gronderait à table, mais voilà, c'est ce qui permet en fait de mélanger, de développer cette interaction entre le vin et l'air, d'oxygéner un peu le vin, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, le vin s'exprime beaucoup plus lorsqu'il est au contact de l'air. Donc l'objectif, c'est de maximiser ce contact avec l'air, et on essaie d'identifier au niveau de la bouche, de retrouver les arômes qu'on a pu détecter au nez, puisqu'en fait, il y a une espèce de rétro-olfaction qui se fait. Et donc en général, on retrouve un certain nombre des arômes qu'on a pu déjà sentir, mais parfois on en développe, d'autres se développent. Et ça, c'est une bonne surprise en général. Ça apporte de la complexité. L'émotion que le vin procure, c'est avant tout l'espèce de complexité des arômes
qui se développe ou au nez ou en bouche, idéalement les deux. Et c'est ça qui nous emmène normalement. Hein. C'est vraiment là-dessus que. C'est pour ça qu'on aime boire du vin, déguster du vin. Tout à fait. C'est pour le. Ouais. Après, on peut donner 3 grandes étapes. On va dire qu'il y a 3 grands temps dans la dégustation en bouche. On a l'attaque, le milieu de bouche, et puis la finale. Donc là, si on parlait plutôt du. Si on parle de Skyran. Ouais, de Skyran. Si on parle de l'attaque, moi je trouve qu'il est assez corpulent. Enfin, c'est un vin dès la première qui remplit la bouche. Donc voilà, en attaque, il est déjà assez corpulent, et puis avec énormément d'arômes. Alors maintenant, on va essayer de les identifier. On n'est pas obligé de tout cartographier, hein, mais disons, voilà, les choses qui nous viennent à l'esprit quand on le goûte, c'est vrai qu'il a tout de suite du goût, il a tout de suite du parfum quand on le sent, il a tout de suite du goût quand on le met en bouche, quand on le mâche un petit peu comme ça, là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement la longueur en bouche, c'est le souvenir que le vin laisse lorsqu'on n'en a plus dans la bouche. Est-ce qu'il est long? Donc il y a des vins qui ont une très grande longueur, hein, en particulier, pour moi, une des émotions les plus grandes sur la longueur en bouche, c'est le Château d'Yquem, parce que je trouve que... Alors déjà, tu as eu la chance de goûter un Château d'Yquem, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir de se dire qu'on a pu en goûter. Moi, cette longueur, on la compte en Caudalie. Hein, la Caudalie qui correspond... Qui est en fait une seconde. Une seconde, mais bon, c'est plus de dire Caudalie. D'aucuns l'ont utilisé pour faire des produits cosmétiques d'ailleurs. Oui, exactement, c'est un terme qu'on connaît pour ça. Donc la Caudalie, c'est juste une seconde de durée de l'arôme, de la longueur en bouche. On en apprend des termes techniques ici. Château d'Yquem, c'est un blanc. Oui, c'est un liquoreux. Liquoreux. C'est le grand blanc liquoreux. De l'appellation Sauterne. De l'appellation Sauterne. Donc c'est un vin qui se garde très 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 longtemps. Infiniment. Je crois qu'on peut déguster des Yquem du début 20e et avoir encore ce plaisir qui est très différent de celui qu'on peut avoir lorsqu'on déguste un vin plus jeune. En fait, l'histoire de l'âge, c'est tellement... en fait, c'est encore un sujet très personnel. Déterminer l'apogée d'un vin, tout dépend des arômes qu'on aime. C'est-à-dire que si on laisse un vin vieillir très longtemps, il développe ces fameux arômes tertiaires. Alors, c'est important de dire ça. Sensibles. Les arômes tertiaires dont on parlait, ils sont d'autant plus forts qu'on laisse vieillir longtemps en fût ce vin. Oui, parce qu'en fait, c'est la combinaison des trois étapes. Hein, avant de le mettre en bouteille. Oui, mais même en bouteille, il continue à développer ses arômes tertiaires. Il continue à se développer. Le vin, à partir du moment où il est bouché avec un bouchon de liège, hein, bien entendu, continue à vivre. Il vit beaucoup moins si vous l'encapsulez. Il n'y a plus d'interaction avec l'extérieur, puisque le verre est parfaitement étanche, et la capsule l'est également. Le liège est cette espèce de soupape qui crée le lien entre le vin et son environnement. On pourrait dire, parce que Dominique Buffet disait que les vignerons faisaient des enfants, donc le vin, quand il grandit, quand il prend des rides, il a aussi des arômes tertiaires qui se créent, et les rides sont intéressantes aussi, et donnent du caractère, les arômes de sous-bois, notamment de champignons qui peuvent se développer sur certains vins. C'est l'âge et les rides, entre guillemets, du vin dans son bel et vieillage. Comme tout en chacun, il gagne en sagesse, en raffinement. Mais pas tous. Il y en a certains qui viennent de vieux cons et il faut les éviter, ceux-là. Non, mais sérieusement, beaucoup de gens s'imaginent qu'un vin ne pourra être que meilleur en vieillissant. C'est loin d'être le cas. Non, il y a comme une courbe en fait, hein, un sommet, un moment idéal pour le boire, une séquence pendant laquelle on peut le boire, entre 5 et 10 ans pour certains, entre 10 et 15 ans pour d'autres, entre 3 et 5, entre 20 et 25 ans peut-être pour des grands médocs. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut le boire. Après l'heure, c'est plus l'heure. À part peut-être pour des Yquem, parce que ceux-là, ils sont tellement chargés en sucre qu'ils durent éternellement. Oui, je pense qu'il y a une partie de ça. Il y a l'acidité de base. Hein. Je pense que Dominique insistait sur la fraîcheur, sur l'acidité des vins. Ça, c'est un élément très très important pour déterminer la qualité et le potentiel de vieillissement d'un vin. Là, c'est assez intéressant sur le. Ouais, parce qu'on sent quand même la richesse du sud, mais effectivement, il y a quand même un côté assez frais qui donne un vin assez, super. Et moi, je trouve, alors personnellement, je le trouve excellent.
Très, il est très bon, très aromatique, hyper équilibré justement entre la richesse des arômes et le côté assez frais. Alors moi c'est un truc très personnel, mais moi j'adore le vin blanc, et j'adore le vin blanc le boire à l'apéro. Quand j'accueille quelqu'un, c'est la première chose que je lui propose, c'est de prendre un verre. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, paraît-il. Enfin, suivant les grandes écoles, on parle toujours des accords, et le vin blanc c'est plutôt avec une entrée, c'est plutôt le manger avec autre chose, le boire avec quelque chose qu'on mange en même temps. Celui-là, on peut le boire à l'apéro, il est magnifique. On peut le boire à l'apéro, tout à fait. Bon, moi je trouve qu'il accompagnerait particulièrement bien un plat quand même un petit peu riche, quoi. Un petit peu riche, assez genre une volaille un peu en sauce, etc. Parce qu'il est très rond quand même. C'est un vin du sud. C'est toute la difficulté des Côtes-du-Rhône. Moi je suis très branché Loire, notamment sur le Chenin. Quand je vais dans le sud, les blancs, le danger c'est qu'ils aient un peu trop d'opulence, un peu trop de gras, un peu trop de sucre aussi des fois, si bien que à l'apéro ça peut être des fois un petit peu trop envahissant. C'est pas le cas ici, on n'a pas de sucre. Non, on a du gras, il titre quand même à 14, donc il est à 14 degrés. Avec l'alcool, il y a une sensation quand même qui empâte un peu la bouche. Prendre la place. On n'en boit pas 3 verres. Non. Parce on se gave un petit peu si on en boit trop. Exactement. Un verre, c'est bien. Après, je sais pas quels arômes, quelle famille d'arômes il vous renvoie plutôt. Moi, j'ai plutôt des fruits là. On est vraiment sur des fruits. Très fruités. C'est un vin jeune, c'est un 200015, qui est par ailleurs un millésime très excellent, exceptionnel, paraît-il. Très solaire. Ouais. Donc il y a beaucoup d'alcool. Donc c'est un vin effectivement qui sera mieux en accompagnement, je pense, d'un plat. En tout cas, je prendrai plus de plaisir à le plus en accompagnement qu'en apéro, en tout cas. Oui. Il y a une dernière étape, quand le verre est terminé. Alors, c'est pas le cas, je ne vais pas vous demander de vider votre verre. On va juste décrire de quoi il s'agit. C'est le bouquet. Le dernier nez, le troisième nez. Le fameux troisième nez. Le verre est vide. J'y plonge mon nez et il reste encore quelque chose. Théoriquement. Ou pas. Oui. Et là encore, c'est une... Après, je pense qu'il y a une espèce de corrélation, je dirais, entre la sensation de longueur en bouche et le troisième nez, à mon sens, parce que l'émotion, parce que je reviens toujours à ça, j'aime pas trop l'idée du bon vin, du mauvais vin. Il y a un vin dont on se souvient, il y a un vin qui nous parle, il y a un vin qui nous transporte, et puis il y a des vins qu'on boit parce que voilà, ils sont dans le verre et on les a aussi vite oubliés. Et pour moi, l'émotion, elle passe par la complexité des arômes, ce qui reste en fin de bouche et ce qui reste aussi au fond du verre quand on y replonge le nez. Laurent, tu parles d'émotion. Moi, ça me paraît une façon parfaite et formidable de terminer sur ce vin qui était donc un Kéran blanc de la maison Richaud. On n'a pas dit les cépages. Je voulais quand même dire les cépages. Patrice, c'est toi qui as la bouteille en main. Tu peux nous dire ce qui est écrit? Alors, on est sur un assemblage Clairette, Bourboulinck, Roussanne, Vionnier. Moi, j'ai pas senti le Vionnier au passage, mais je suis pas très fort. Non, je pense que les assemblages, c'est toujours côté pêche blanche quand même. C'est toujours très compliqué à partir d'un assemblage comme ça, et c'est la particularité des vins du Rhône méridional. C'est d'assembler beaucoup de cépages. Oui, tout à fait. Contrairement au Rhône septentrional qui est plutôt monocépage, là on est sur vraiment des palettes de cépages. Et donc là sur celui-ci, on voit qu'il y a eu un effort justement d'apporter l'acidité avec la clairette. La clairette est un cépage qui apporte pas mal de fraîcheur au vin. Après, il faudrait voir la répartition. Oui, c'est ça, c'est qu'on a les cépages, mais on n'a pas la part que représente chacun. Le grenache blanc, je pense, est assez présent quand même pour donner la structure d'ensemble. Et puis après, le Vionnier, qui est un cépage quand même très particulier, un peu exubérant, comme diraient les cavistes. Moi, je le sens pas. Alors, j'ai pas forcément un nez très affiné, mais voilà, c'est souvent un cépage très identifié. Je pense que là, en termes de quantité, il est un peu au second plan. Après, le Vionnier, c'est aussi la façon dont on le travaille. Je pense que, là, on sent quand même un peu, effectivement, comme le disait Patrice, ce côté pêche, voire même un peu abricot. On sent du fruit jaune bien mûr. Donc, je suis pas trop surpris qu'il y ait du Vionnier. Après, quand il est en monocépage, les arômes primaires du Vionnier peuvent être un peu, parfois, pesants, quoi. Certaines personnes le trouvent fantastique, et d'autres trouvent justement ça un peu trop lourd.
Ça, c'est une question d'histoire personnelle et de goût. Ouais, en conclusion, on est sur un vin, je pense assez riche, plutôt pas trop pour l'apéro, mais à accompagner peut-être effectivement d'une volaille un peu de poulet de Bresse ou des choses comme ça. Moi, j'aime bien le côté riche. Après, c'est très propre à Châteauneuf-Sud et il y a quand même une pointe de fraîcheur. Donc, c'est un vin quand même que j'aime beaucoup. Qu'on peut garder un petit peu, 2015 comme ça, en blanc, on peut le garder quelques années. Il sera encore très très bon dans 3, 4, 5 ans. Il sera meilleur ou pas ? Je pense pas qu'il y ait grand intérêt à le garder personnellement. Oui, je pense qu'il s'exprime beaucoup. D'accord. Il s'exprime là. On peut le garder 3 ans, oui. Mais il va pas, je pense, après... je pense il va pas perdre, beaucoup, mais il va pas forcément gagner. Je pense pas qu'il évolue beaucoup, parce qu'il manque quand même, même s'il est frais, il manque un peu, malgré tout, d'acidité, je trouve, et de tension pour évoluer et tenir dans le temps. Mais après, c'est caractéristique des vins de ce coin-là, quoi. Des vins blancs de ce coin-là. Pardon. Il faut en acheter une caisse, et tous les 6 mois... En ouvrir une bouteille. Et voir comment on ressent l'expérience et soit on diffère la consommation, soit au contraire on l'accélère quand on se rend compte que qu'il est très bien et que ça s'améliore pas. Là, on sent le patron de bar à vin qui s'exprime. Le vin qu'on vient de goûter, donc le Kéran du domaine Richaud, on l'a trouvé à Paris. On peut le trouver au domaine. On peut appeler le domaine. Il doit y avoir moyen de se faire livrer. Peut-être pas une bouteille, mais probablement si vous en prenez 6 ou 12. On l'a trouvé à Paris dans un caviste qui s'appelle... L'ébéniste du vin. L'ébéniste du vin, ça c'est vers les Batignolles. C'est rue Truffaut, oui, à côté. Il y a tout un ensemble. Il y a le caviste, il y a le restaurant de l'ébéniste, il y a le traiteur. Il y a plusieurs adresses. Il y a une belle petite adresse pour déguster du vin à Paris. Il est autour de 20 € la bouteille, je crois. Voilà. Chez l'ébéniste, oui. C'est pas un vin extrêmement bon marché, mais c'est pas un vin non plus très onéreux. Mais c'est un vin d'auteur. C'est un vin d'auteur du fameux Marcel Richaud, sur lequel on a appris qu'il avait un sacré caractère. Voilà, l'émission s'achève. C'était donc une belle première rencontre avec les vins de la vallée du Rhône méridionale. Nous reviendrons dans cette région dès la semaine prochaine pour déguster un rouge, cette fois, tout simplement la star du Rhône méridional, évidemment Châteauneuf-du-Pape, bien sûr. Il s'agira en l'occurrence d'un vin du domaine Charvin, millésime 2014. Il me reste 2011. Pardon, 2011. Donc un vin qui aura déjà un petit peu eu le temps de vieillir, de développer des arômes tertiaires dont on vient tout juste de parler. Domaine Charvin, Châteauneuf-du-Pape, ce sera pour le prochain épisode de La Terre à boire. Il me reste à présent à vous remercier tous les deux, Laurent, Patrice, d'avoir participé à cette émission. Je remercie Dominique Buffet qui nous écoute pas, mais qui nous écoutera peut-être en podcast plus tard, je l'espère. Laurent, merci. Tu peux retourner à ton bar à vin, soigner tes clients. On rappelle que l'adresse, que ça s'appelle le Wine Therapy. En français Wine Therapy, rue Montholon dans le 9e arrondissement de Paris. Patrice, merci à toi également. On te retrouve très bientôt pour déguster d'autres vins dans cette émission. Je remercie infiniment l'équipe de Goum et du podcasteur Guillaume Jiquel et Omar et Raïs pour leur aide et leurs conseils. Un grand merci à Daniel Erigoni également, le pro du son qui a concocté le générique que vous entendez là, ainsi que les quelques sons qu'on a pu entendre. Oui, enfin, il y avait un son, c'était les cigales. Tiens, je vais les remettre. Voilà, c'est ça qui nous a fait vibrer avec ces Côtes du Rhône. Je pense qu'on va les remettre, les cigales. On pourra pas les remettre dans toutes les régions, donc on va en profiter. Donc c'était Daniel qui nous a fait ça et qui les a fait venir physiquement dans le studio. Un grand merci surtout à vous qui nous écoutez. J'espère que cette première émission vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en nous suivant sur Twitter @laterreboire tout attaché. Vous y verrez notamment les photos des vins de ce soir et peut-être un peu des chroniqueurs. Surtout, on pourra dialoguer. Vous pourrez nous parler des vins. Vous pourrez nous dire, bah non, c'est n'importe quoi. Vous avez pris le Richaud, mais moi j'aurais pris celui-ci, celui-là. Bah écoutez, on discutera. C'est très subjectif tout ça. Le vin, de toute façon, c'est extrêmement subjectif, et donc dites-le nous sur Twitter et puis on vous répondra. N'hésitez pas à nous proposer des vins à déguster. Et le plus important, si l'émission vous a plu, c'est d'aller mettre votre petite note sur iTunes, cette grande plateforme de podcast. Laissez un commentaire. Si vous voulez proposer des vins, vous avez qu'à l'écrire là, laissez un commentaire et puis vous dites non, moi je voudrais qu'on aille goûter un vin complètement différent. Proposez-nous tout ça, mettez votre note sur iTunes, écoutez-nous, réécoutez-nous, parlez-en à vos amis, comme dirait l'autre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de La Terre à boire. On vous embrasse. Bye bye. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir.